L'histoire de l'humanité est intimement liée à celle du cheval. Pendant des millénaires, le cheval sauvage a été chassé par l'homme préhistorique. Mais depuis quelques siècles, le cheval est l'animal qui sert le mieux l'être humain. C'est l'instinct qui régit la plupart des habitudes du cheval. Ainsi, en étudiant la place qu'occupent les équidés dans la nature, on pourra comprendre comment et pourquoi ils agissent d'une certaine manière. Le règne animal se divise en deux catégories, les proies et les prédateurs. Caractéristiques physiques et comportementales découlent de cette appartenance. Les chiens, les félins et les êtres humains sont des prédateurs. Les proies, dont le cheval, présentent des caractéristiques physiques et des comportements spécifiques présents dès leur naissance. Leurs yeux, par exemple, sont grands et situés sur les côtés de la tête, ce qui leur donne une vision périphérique large et immédiate. Ils ont naturellement tendance à fuir toute chose inconnue, qu'ils ont du mal à identifier ou qui les prend par surprise. Les proies ont un grand champ visuel latéral, mais peinent à voir ce qui est juste devant eux. Et c'est pourquoi ils ont tendance à tourner la tête. Leur vision est bonne de loin et de près, ce qui leur permet de repérer les prédateurs à temps et de les affronter quand le danger se précise. Contrairement aux prédateurs, les proies ont une importante capacité d'apprentissage, et ce, dès la naissance. En quelques minutes, ils peuvent tenir debout et courir près de leur mère peu de temps après, afin de fuir les prédateurs. Le groupe offre une protection non négligeable. Plus le troupeau compte d'individus, meilleures sont les chances de survivre aux attaques. Les chevaux peuvent entendre les sons de très loin et en reconnaître l'origine. De plus, ils sont capables d'identifier les bruits qui leur sont familiers. Leur odorat les aide à trouver de quoi se nourrir. Le poulain s'en sert aussi pour retrouver sa mère, et le mâle reconnaît la jument en la flairant. Le cheval est de nature curieuse. Voyez notamment comme il accourt à la porte de son box quand quelqu'un s'approche ou quand il entend un bruit. L'homme a modifié le comportement naturel de nombreux animaux en les domestiquant. Polyvalent et doué d'excellentes capacités d'apprentissage, le cheval a appris à s'adapter aux différents rôles qu'on lui a fait endosser. À l'instar de tous les animaux qui sont des proies dans la nature, le cheval peut devenir très dangereux pour lui-même ou pour l'homme s'il pressent un danger. Les équidés se fient à leur instinct qui conditionne leur comportement. En d'autres termes, le cheval réagit de manière similaire à des stimuli identiques. Maltraiter un cheval, le frapper, le ligoter ou lui hurler dessus ne feront que réveiller son instinct de fuite, de la même façon qu'il fuirait un prédateur s'il était en liberté. Les chevaux perçoivent l'homme comme un prédateur capable de les agresser. Voilà pourquoi ils nous évitent jusqu'à ce que nous leur ayons montré qu'ils n'ont rien à craindre. Quand un cheval est seul, loin de son troupeau, il accepte et assimile plus vite le savoir que l'homme lui inculque, si bien sûr cet apprentissage se fait de façon non agressive. L'homme s'apparentera ainsi, de par sa supériorité, au leader du troupeau. Quelle que soit la raison qui nous amène à entrer en contact avec un cheval, que ce soit pour travailler, pour nous distraire
ou pour pratiquer un sport de compétition, il est essentiel de connaître et de comprendre son comportement pour établir avec lui une relation positive et constructive. La robe désigne la couleur d'ensemble des poils et des crins du cheval. C'est la façon la plus basique de différencier les chevaux à première vue. On détermine d'abord la robe en fonction de la répartition de la couleur sur le corps et les extrémités. Par extrémité, on entend le bout du nez, la pointe des oreilles, la crinière et la queue, et les membres. Il existe 4 grandes familles de robes qui se combinent ensuite et s'altèrent pour donner de nombreuses variantes. Ces 4 familles sont le noir, le bai, l'alezan, autres, blanc, crème, gris et chocolat. Les chevaux dits blancs ou crème sont ceux qui ont la peau rose dès la naissance et dont le poil est totalement blanc ou crème, parce qu'il manque dans leur peau les pigments ou mélanine. Les yeux des chevaux blancs sont marrons, ceux des chevaux crème sont bleus, verts ou ambre. Il a été prouvé que de façon générale, le blanc est un gène dominant. Mais il peut s'exprimer de 3 façons différentes dans la robe d'un cheval. 1. Par des marques ou des plages blanches plus ou moins importantes, stables dans le temps, correspondant à des zones de peau rose. 2. Par un blanchiment évolutif des différentes parties du corps. Dans ce cas, le cheval commence à blanchir plus ou moins jeune et devient de plus en plus blanc en vieillissant. 3. Par un mélange stable dans le temps de poils blancs avec des poils d'autres couleurs, donnant des robes très diverses. Quand le cheval présente des taches ou des plages blanches, plus ou moins définies, en dehors des marques en tête et des balsanes, on parle de panachure. Elles concernent les robes pie et les robes tachetées. Les éleveurs cherchent à limiter ou à éliminer l'apparition des panachures dans certaines races, pur sang, frison. Ou au contraire à les sélectionner pour d'autres, Appaloosa, Paint Horse. Signalons une autre particularité en matière de pelage, le mélange de poils blancs à la robe originale. En fonction du nombre de poils blancs présents dans le mélange, le pelage aura des tons différents. On parle de robe granitée, noir granité ou gris fer, bai granité ou rouan, alezan granité ou aubert. Chez certains chevaux, le nombre de poils blancs est tellement élevé que la robe peut sembler complètement blanche. Dans ce cas, il convient d'observer la tête, la queue et les extrémités, car elles conservent en général la couleur d'origine du pelage et présentent peu d'altérations dues aux poils blancs. Lorsqu'un cheval est né noir mais commence à grisonner précocement, dès ses premières années, avec des poils blancs plus ou moins également répartis sur le corps, et devient de plus en plus blanc avec l'âge, on dit qu'il est gris. Dans certaines races, de nombreux poulains naissent pratiquement noirs, ou bai ou alezan, et commencent à grisonner avant le sevrage. C'est donc toute la robe qui finit par se transformer au fil du temps, et le blanc prend le dessus en général dès la 8e ou 10e année. Selon le livre de génétique équine écrit par Lasley, la nature, dans sa grande sagesse, ne permettrait pas que des animaux naissent totalement blancs ou albinos. Il affirme par ailleurs que les animaux souffrant d'albinisme total meurent avant la naissance, raison pour laquelle le véritable albinisme n'existe pas chez les chevaux.
si l'on part de ce postulat, le fait de rechercher des pelages blancs via la sélection pourrait entraîner une baisse des naissances. Ainsi, s'il connaît les différentes façons dont le gène du blanc ou du grisonnement peut s'exprimer dans la robe du cheval, un éleveur pourra sélectionner les individus reproducteurs qui répondent le mieux à son objectif. Le Selle français est l'une des races de chevaux de sport les plus connues au monde. Ses origines remontent au XIXe siècle, lorsque l'armée et des éleveurs normands importèrent des pur-sang anglais directement de Grande-Bretagne pour les croiser avec les cheptels locaux, des chevaux rustiques mais très résistants. De ce croisement sont nées deux lignées très différentes. Le trotteur français, un cheval d'attelage, et l'anglo-normand, qui sera par la suite à l'origine de l'actuel Selle français. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les croisements furent accélérés pour obtenir un cheval rapide, agile et résistant. Une fois ce croisement obtenu, il fut soumis à des épreuves de résistance pour le renforcer, comme le cross-country. La principale caractéristique de ces chevaux à sang chaud est leur grand panache et une prédisposition toute particulière pour le saut. Leur agilité et leur souplesse leur confèrent une grande amplitude de mouvement. Aujourd'hui, la tête du Selle français n'est plus aussi rustique, grâce à l'apport d'étalons arabes et de pur-sang anglais. Mais on rencontre encore certaines têtes plus lourdes, qui rappellent les origines normandes. Un profil convexe, une tête longue et des ganaches faibles. L'encolure est non seulement longue et élégante, mais bien incurvée. C'est un élément caractéristique de cette race qui lui offre de remarquables qualités d'équilibre et qui la rend très maniable. L'arrière-main est puissante, bien proportionnée et adaptée au sport, car avec la croupe légèrement oblique, elle favorise la poussée des postérieurs sous la masse et prédispose au saut. Les épaules inclinées facilitent la flexion des antérieurs, favorisant un beau geste à l'obstacle. Cette faculté constitue une amélioration par rapport à ses ancêtres français, dont l'épaule était plus courte et droite. De même, son thorax, aujourd'hui ample et profond, peut surprendre. Il accueille de larges poumons, capables d'oxygéner un cœur lui aussi plus exigeant. Toutes les robes sont admises pour le Selle français, mais les plus courantes sont l'alezan et le bai. La taille va de 1,55 m chez les juments à 1,70 m chez les mâles. L'ossature du Selle français est vraiment très solide et elle rappelle la puissance de ses ancêtres. Cependant, les canons sont courts, ce qui maintient le centre de gravité assez bas. Les articulations sont sèches, ainsi que les tendons, ce qui met en valeur la qualité du cheval. Lorsqu'ils sont en mouvement, les chevaux de Selle français s'étendent remarquablement. L'amplitude de leur foulée, la fermeté de leur battue, alliée à leur puissance et à la coordination de leurs membres, donnent l'impression qu'ils sont prêts à s'envoler. Aujourd'hui, grâce aux techniques de reproduction assistée, le Selle français est présent dans le monde entier. Les accords internationaux entre les éleveurs qui se trouvent hors des frontières françaises sont souvent signés par des représentants mondiaux de la race.
Puis, ce sont des inspecteurs qui accordent le label Selle français aux poulains qui naissent partout dans le monde chaque année. 5 critères caractérisent le selle français. Son brillant, qui lui confère une beauté tout à fait singulière. Sa force, qui lui permet de sauter des obstacles avec beaucoup d'aisance. Son équilibre, qui assure tranquillité et sécurité aux propriétaires lorsqu'ils le montent. Sa générosité, qui en fait l'ami de centaines de milliers de propriétaires. Son intelligence, qui lui permet de réaliser aisément des exercices difficiles pour d'autres chevaux. La sélection actuelle classe et adapte les exigences de difficulté pour les poulains dès les premières compétitions. Ils se soumettent, vers l'âge de 6 ans, à un dernier examen qui va les éliminer définitivement des registres ou les y maintenir. Ainsi, année après année, on évalue les selles français au concours de Fontainebleau pour les finales de saut, de Pompadour pour le concours complet, de Saumur pour le dressage et d'Uzès pour l'endurance. En parallèle à ces disciplines traditionnelles, les selles français participent actuellement à des épreuves de voltige. Mais il ne faut pas oublier que ce cheval est aussi un excellent compagnon pour l'équitation de loisirs. Et si certains hésitent encore entre un beau cheval et un cheval sportif, nous pouvons affirmer avec plaisir que le selle français possède cette double casquette. Pour certains, le polo est un passe-temps réservé aux nantis. Mais en réalité, ce sport très spectaculaire et riche en émotions attire chaque jour de plus en plus de passionnés à travers le monde. Un terrain de polo doit mesurer entre 230 et 275 mètres de long. La largeur doit mesurer entre 160 et 180 mètres si le terrain est ouvert et entre 130 et 146 mètres s'il est bordé de planches. En outre, le terrain doit comporter une zone de décélération d'environ 10 mètres de large de chaque côté et d'environ 30 mètres derrière les lignes de fond par mesure de sécurité. De chaque côté du terrain se trouvent les poteaux de but, espacés de 7 mètres. Ils doivent être hauts d'au moins 3 mètres et protéger les joueurs d'éventuels chocs durant la partie. On joue avec une balle en bois ou en plastique, dont le diamètre est d'environ 8 cm, pour un poids compris entre 120 et 130 grammes. La balle est frappée à l'aide de clubs de bois, qu'on appelle des maillets, dont la longueur varie en fonction de la taille du cheval. Le maillet ne doit pas être utilisé de manière agressive et ne doit pas gêner un autre joueur. Il est obligatoire de le tenir de la main droite. Les équipes sont formées de 4 joueurs. À chaque joueur est attribué un handicap qui correspond à sa valeur. La somme des handicaps de chacun des joueurs donne le handicap de l'équipe. L'équipe dont le handicap est le plus faible aura un avantage égal à son handicap. Pour des raisons de sécurité, les cavaliers doivent porter un casque et des genouillères. Pour les chevaux généralement montés avec un filet releveur, la martingale est obligatoire. Les éperons pointus ou à molette sont interdits. Chaque équipe doit avoir son propre maillot. Le comité d'organisation peut décider d'un changement de maillot dans le cas où les couleurs des 2 équipes sont trop proches. Pour les chevaux, aucune règle n'est imposée sur leur taille ou leur race.
Seuls les chevaux borgnes, vicieux, qui ruent ou qui ne répondent pas aux critères sanitaires ne peuvent pas être utilisés. Les matchs sont dirigés par 1 ou 2 arbitres à cheval. Lorsqu'il y a 2 arbitres, on désigne un référé qui se tient en dehors du terrain. Si les 2 arbitres ne sont pas d'accord, la décision définitive revient au référé. La mission des arbitres est délicate, car le polo est un sport très rapide. Chaque match est divisé en 8 périodes, appelées aussi chukas. Une période dure 7 minutes et 3 minutes séparent chacune des périodes. La fin d'une période est annoncée par une cloche, mais elle se termine seulement lorsque la balle sort de l'aire de jeu. C'est seulement dans la dernière période que la cloche annonce l'arrêt immédiat du match. Un but est marqué lorsque la balle passe complètement entre les poteaux ou leur prolongement. Si une balle se casse, on prend en compte le plus gros morceau de celle-ci. Les juges de but se trouvent près des poteaux et signalent un but en agitant leur drapeau. Lorsqu'une balle sort du terrain, c'est l'arbitre qui la remet en jeu en la lançant à terre entre les joueurs qui s'alignent pour la recevoir. Aucun joueur n'a le droit de croiser la ligne de balle d'un autre joueur, c'est-à-dire la ligne visible ou virtuelle produite par la trajectoire de la balle. Tout comportement dangereux, un marquage trop brutal par exemple, est sanctionné par une pénalité. L'importance de la pénalité dépend de la gravité de la faute. La plupart du temps, on cherche à accrocher l'adversaire qui a la balle pour la lui prendre, et pouvoir ainsi la frapper dans une direction utile à sa propre équipe. Aucun joueur n'a le droit de punir son cheval. Les jambes des chevaux sont normalement protégées par des bandes de polo. Pendant le match, la queue doit être attachée ou tressée afin de ne pas gêner les mouvements du maillet. Le polo se joue avec une selle anglaise, presque plate, dont le pommeau et le trousquin sont très bas pour permettre aux joueurs de se déplacer facilement en avant et en arrière. La vie du joueur de polo n'est pas facile, car il doit maintenir ses chevaux en parfaite condition physique. La concentration, la vitesse et l'adresse exigée par le jeu, ainsi que la dextérité pour frapper la balle, font de ce sport un perpétuel défi. Récemment, une ancienne polémique sur la nécessité de ferrer les chevaux a refait surface. S'en est suivi un débat sur les effets positifs ou néfastes de la ferrure traditionnelle ou du barefoot, autrement dit, le cheval pieds nus. Ceux qui pensent que les chevaux doivent vivre au rythme de la nature rappellent qu'en liberté, ils ne sont pas ferrés. D'autres soutiennent même que les fers sont nuisibles et constituent la principale cause de boiterie. Il est indéniable que les fers présentent quelques inconvénients. Le sabot perd son élasticité. Les vibrations et les chocs répercutés sont nuisibles pour les membres. Les fers empêchent presque tout appui sur le sol, de la fourchette, des parois et de la sole. Ils allongent les bascules biomécaniques et altèrent les aplombs. Ils sont glissants sur des terrains compacts. Ils peuvent être dangereux pour les autres chevaux à cause des coups de pied. Les clous abîment et affaiblissent la structure cornée. Mais ils offrent également des avantages indiscutables. Ils empêchent l'usure excessive du sabot. Ils aident le cheval lors des compétitions, par exemple grâce aux crampons vissés sur le fer pour l'empêcher de glisser sur les terrains glissants.
Ils sont utiles dans les cas de tendinite ou d'arthrose. Ils corrigent les défauts de conformation chez les poulains et rectifient leur aplomb pour leur donner une bonne structure osseuse. Ils servent à traiter la fourbure, la pourriture de la fourchette et la fourmilière. Un sabot sain a une très bonne faculté de régénération suffisante pour vivre à l'état sauvage. Il faut penser que dans la nature, le cheval choisit son terrain et qu'il se déplace presque toujours au pas, à la recherche de nourriture et d'eau. De nombreux chevaux n'ont pas besoin de protection. Ils vivent parfaitement sans fer, car la croissance du sabot compense l'érosion naturelle provoquée par le sol et l'usure. On peut citer comme exemple les juments reproductrices, les poulains, les chevaux qui ne sont pas montés ni attelés, ou ceux qui travaillent sur des sols ni trop durs, ni trop humides. Les chevaux qui travaillent sur des terrains adaptés ou qui broutent des pâtures meubles peuvent rester pieds nus. Ils n'ont pas absolument besoin de fer. Les pierres sont les pires ennemis des sabots, surtout à vive allure. Tous les terrains ne permettent pas de laisser le cheval pieds nus. Ce n'est pas conseillé pour des chevaux soumis à des efforts importants ou à une activité sportive qui entraîne une usure importante du sabot, comme l'endurance par exemple. À propos de la ferrure des chevaux, il faut aussi tenir compte de la qualité de la nourriture et sa quantité, ainsi que de l'humidité du terrain et de l'environnement. Lorsqu'ils sont secs, les sabots sont plus résistants, même s'ils sont moins souples. Si l'on songe à déferrer son cheval, il ne faut pas oublier que certains chevaux ont besoin d'un temps d'adaptation pour vivre pieds nus. Pour cette opération, plusieurs conditions doivent être réunies. Des sabots en bon état, un terrain adapté, un parage efficace qui ne sollicite pratiquement pas les sols. Une sole faible et mince provoque des douleurs chez le cheval, rend ses allures hésitantes et tout cela est fortement déconseillé. Il faut toujours prévoir un temps d'adaptation pour permettre au sabot de se fortifier avant de laisser le cheval définitivement pieds nus. Il faut compter au moins 3 ou 4 mois pour que le sabot soit assez solide et résistant pour fouler directement le terrain. On peut aussi déferrer les chevaux qui doivent observer un repos forcé d'au moins 3 mois. Déferrer un cheval ne consiste pas seulement à lui enlever les fers. Il faut aussi raccourcir et limer régulièrement les sabots car leur pouce n'est pas compensé par l'usure. Le travail de parage et de mise d'aplomb des membres doit être confié à un spécialiste qui doit évaluer chaque cas en particulier. Il doit s'agir d'une personne qualifiée qui doit posséder les notions indispensables d'anatomie et de physiologie du pied du cheval. Les propriétaires ne doivent pas se substituer aux spécialistes. Il est utile en revanche de bien s'informer pour faciliter le dialogue à propos des besoins et des soins nécessaires. Dresser un cheval est un art en soi, mais les résultats en seront d'autant meilleurs si nous disposons des infrastructures adaptées. Pour apprendre, les chevaux doivent être concentrés
Et cela n'est possible que lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être attentifs. Il est donc recommandé de faire travailler les jeunes chevaux dans un enclos qui limite leur velléité de fuite. Ceci est aussi valable pour les chevaux déjà dressés, mais facilement distraits. Quand nous travaillons un cheval à pied, il vaut mieux avoir un bon contrôle de l'animal. Pour cela, l'idéal est de disposer d'une enceinte ronde, surtout si nous avons affaire à un cheval débutant qui commence tout juste à apprendre. Les chevaux ont tendance à utiliser tout le périmètre de l'enclos en collant à la clôture. Ainsi, s'il est de forme rectangulaire ou carrée, les chevaux se retrouveront dans les coins, ce qui compliquera les choses. Quant au contact, il faudra rendre la longe sur les longs côtés de l'enclos et la reprendre sur les côtés courts pour rétablir le contact. Cela ne permet donc pas de réaliser un dressage subtil. Le processus de dressage implique que votre cheval fasse des exercices qu'il ne ferait pas en liberté. Ralentir, tourner ou reculer, si l'embouchure est mal utilisée, peut susciter des réactions bien compréhensibles. Pour l'obliger à avancer sans ralentir quand nous prenons le contact, on peut le stimuler avec une badine. Suite à l'impulsion donnée, si le cheval a un fort tempérament, il pourrait tenter de sauter hors de l'enclos sans qu'on puisse le retenir. Cette situation sera évitée si les barrières sont suffisamment hautes. Si la barrière est plus haute que la position des yeux du cheval avec lequel on travaille, les risques de le voir sauter à l'extérieur sont quasiment nuls. C'est le cas des enclos supérieurs à 1,80 m. Si vous construisez une palissade, les poteaux verticaux doivent être inclinés vers l'extérieur. De cette façon, si le cheval s'approche trop de la barrière avec un cavalier en selle, ce dernier ne se blessera pas le genou. L'idéal serait de construire un enclos totalement fermé par des planches pour que le cheval ne puisse regarder à l'extérieur. Bien sûr, cette construction revient plus cher, vu la quantité de bois supplémentaire. Si votre budget est trop limité pour cela, essayez au moins de fermer la partie inférieure de l'enclos avec des planches, jusqu'à environ 70 cm. Certains chevaux, particulièrement actifs, pourraient se blesser contre les poteaux. Les coups de pied ne dépassent généralement pas cette hauteur et frapperont simplement les planches. Mais si celles-ci sont trop basses ou trop éloignées, le membre peut passer dans le trou et se blesser. Si vos moyens sont limités, optez pour un enclos en tube métallique, dont les bords ne sont pas coupants. Si vous habitez dans une zone boisée, des lattes ou des perches placées horizontalement sont une option économique et fiable. Quand l'enclos ne dépasse pas le 1,40 m, il est nécessaire de faire travailler les chevaux avec patience et douceur pour réduire les risques de tentatives de fuite. Pour travailler des chevaux débutants, il vaut mieux commencer dans un enclos de 7 ou 8 mètres de rayon. C'est dans les petits enclos que l'on maîtrise mieux les chevaux, car ils ne peuvent pas s'élancer à grande vitesse. Si vous placez un poteau au milieu, il vous permettra de les attacher, de les sceller ou de leur apprendre à changer de sens en travaillant avec une corde. Les enclos circulaires de 20 mètres de rayon servent à travailler le galop avec des chevaux dont le dressage est déjà bien avancé. L'amplitude de la courbe leur permet d'avancer comme ils le feraient dans une ligne droite. La barrière les freine et les tranquillise.
En général, le sol des enclos est constitué de sable fin provenant du lit des fleuves. Ce sable doux n'abîme pas trop les sabots. Pour la sécurité du cheval, il est important de vérifier qu'aucun objet ne se trouve à l'intérieur de l'enclos. Si vous avez utilisé des clous ou des écrous, ils doivent être bien dissimulés. De nombreuses personnes estiment ne pas avoir besoin d'enclos. C'est tout à leur honneur, mais personne ne peut nier que grâce au rond de travail, le dressage devient moins risqué et beaucoup plus facile. Les poulains tendent naturellement à se protéger de l'homme qu'ils considèrent comme un prédateur. Il est donc recommandé que le poulain s'habitue à l'homme le plus vite possible. Pour que le poulain grandisse et qu'il se développe sainement, il doit établir dans les 2 premiers jours de sa vie un lien très fort avec sa mère. En ce sens, il est nécessaire de ne pas gêner la jument et de lui permettre de se reposer autant qu'elle veut après la mise bas et tous les efforts consentis. Le poulain sera prêt à être apprivoisé quand il tétera suffisamment de lait. Ce lait de bonne qualité lui donnera la force de se mouvoir et de réagir face aux difficultés. Il est conseillé de se faire connaître du poulain 2 jours après sa naissance. Si une relation de confiance s'établit, on évitera les rapports de force une fois que le cheval aura acquis plus de maturité. Pour entrer en contact avec le poulain, on peut se servir d'une baguette longue et légère. Une canne à pêche peut faire l'affaire. En effet, le poulain ignore où finit le corps de l'homme et où commence la baguette. Il croit que nous ne faisons qu'un. On peut ainsi toucher le poulain sans avoir à le séparer de sa mère, ni le retenir par la force s'il tente de s'enfuir. Au premier contact de la baguette, le poulain peut s'inquiéter. Mais très vite, il comprendra que cette approche est indolore et qu'elle s'apparente au contact de sa mère. Le poulain est de nature extrêmement sensible au contact de l'homme. On réduira ainsi cette sensibilité et il finira par accepter d'être de plus en plus touché. Après l'avoir habitué à la baguette, on pourra l'approcher pour qu'il nous connaisse mieux, chose qu'il fera grâce à son odorat. Pour y parvenir, on déplace notre main le long de la baguette jusqu'à atteindre le corps du poulain. Il ne faut pas le caresser avec la paume. Le mouvement doit ressembler à celui du bout du nez de la jument qui lèche et gratte son poulain. Ensuite, on continue de la sorte sur le côté interne et le côté externe des membres antérieurs et postérieurs. Le poulain sentira qu'on le touche avec la baguette et sa sensibilité en sera amoindrie. On évitera ainsi les coups de patte et autres futurs dangers. Dans un second temps, on touche le poulain au niveau du cou, jusqu'à la base des oreilles. La main doit mimer la mise en place du licol, de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Il n'est pas nécessaire de lui frotter l'oreille pour qu'il supporte mieux nos caresses. Le pavillon de l'oreille est un endroit sensible et s'il faudra plus tard travailler avec le poulain pour que le contact soit aisé, ce n'est pas la peine de l'incommoder dès le début. Après lui avoir effleuré les oreilles, on passe à la tête. La prochaine étape consistera à lui poser le licol pour commencer à le contrôler et à le diriger. Nos gestes doivent rester lents et doux. On peut le toucher sous la tête, c'est une zone peu sensible, moins sujette aux chatouilles. On pourra alors lui mettre le licol.
Voici un geste utile. On place un doigt sous la ganache à hauteur du menton et on pousse doucement la tête de l'animal vers le haut. Tout en maintenant la pression, on observe que le poulain repose le poids de sa tête sur le doigt et commence à fermer les yeux. Il est maintenant prêt pour la leçon suivante qui consiste à apprendre à suivre l'homme. On appelle cela marcher en main. Quand les poulains sont grands et qu'ils n'ont pas encore travaillé avec l'homme, il est recommandé de les laisser dans un enclos et d'établir une relation de confiance avec de l'eau et de la nourriture. Quand on leur donne à boire, il faut s'asseoir près de l'abreuvoir. Si on leur donne à manger, on fera de même. Ainsi, les poulains comprendront peu à peu que l'homme leur offre le plaisir de l'eau et de la nourriture. Leur confiance en sera d'autant plus grande. Il faut bien se rappeler que la violence est à bannir, car cela ne fera qu'effrayer l'animal, ce qui compliquera la mise en place d'une relation de confiance. Si l'on traite le poulain avec une fermeté pleine de douceur, il intégrera les leçons. Car il ne faut surtout pas oublier que le cheval est un animal vraiment intelligent, doué d'une extraordinaire capacité d'apprentissage. Si les chevaux pouvaient parler, ils nous raconteraient leurs tourments. Il ne fait aucun doute que les chevaux qui réagissent violemment face à quelqu'un qui les approche ont subi de mauvais traitements de la part de leurs propriétaires ou de ceux qui se sont occupés d'eux par le passé. Les codes du comportement animal montrent qu'un cheval réagira toujours face à ce qui lui fait peur, le blesse ou le gêne. On dit qu'un cheval tire au renard lorsque, à la tâche, il se met à s'arc-bouter en cherchant à rompre son licol ou sa longe. Ce geste, qui lui inflige de grandes douleurs, signifie que le fait d'être attaché lui rappelle de mauvais souvenirs, plus douloureux encore que de tenter de s'échapper. Il a sans doute été puni ou maltraité dans le passé, et ce traumatisme reste gravé dans sa mémoire. Il se souvient des gestes de celui qui l'a frappé. C'est pourquoi il tente de nouveau de s'échapper en essayant de rompre ce qui l'attache et qui l'oblige à rester ainsi exposé. Quand quelqu'un frappe un cheval, il le fait à l'aide d'un bâton, d'une cravache ou de son propre poing, et le geste est souvent brusque. Ce geste a valeur de traumatisme. C'est pourquoi les mouvements brusques des humains lui rappellent les coups qu'il a reçus. Par conséquent, il va tenter d'échapper à ce genre de situation. Le cheval n'est pas une moto qu'on enfourche sans prévenir. C'est un être vivant dont les sens sont constamment en éveil. Il regarde, écoute et sent ce qui se passe autour de lui. Il a la puissance nécessaire pour faire en sorte d'éviter ce qui pourrait le blesser. Ce comportement lui permet aussi de survivre face à ses prédateurs. Si après être passé par plusieurs situations traumatisantes, il parvient à rompre la corde et s'échapper, il retiendra que ce n'est pas difficile d'y parvenir. Ainsi, il est possible que cette réaction défensive et préventive devienne finalement une mauvaise habitude. Si cela se produit, le cheval pourra même rompre son licol pour satisfaire une envie de manger, retourner dans son box ou simplement pour se sentir libre. La première chose à faire lorsque l'on s'approche d'un cheval qui a peur de nous, pour quelque raison que ce soit, est de changer notre attitude envers lui. Si nos gestes sont brusques, ses réactions le seront tout autant. Si nos déplacements sont doux, lui-même sera calme. Il n'est pas nécessaire de bouger au ralenti, mais il faut au moins que son angoisse diminue
et que nos gestes restent doux et naturels. De plus, il est recommandé de se tenir devant le cheval pour que celui-ci anticipe nos mouvements et ne soit pas surpris. On se place donc devant lui et on avance. Si on voit que le cheval se méfie, il faut s'arrêter et attendre qu'il nous montre, avec son corps et ses oreilles, qu'il n'est plus tendu. On avance de nouveau, avec les mains et les bras abaissés, lentement. On s'arrête encore si cela nous semble utile. Lorsqu'on est assez près du cheval, on peut le toucher et l'attacher. Souvenons-nous que les chevaux ne voient pas ce qui se passe sous leur tête. Il faut donc garder les mains dans cette zone. Il ne faut jamais lever la main devant lui, ni au-dessus du front. Il faut se souvenir que ce geste peut être de mauvais augure pour le cheval. On doit être attentif lorsqu'on fait ou défait les nœuds. Il arrive souvent qu'on gêne le cheval sans le vouloir avec le bout de la longe que l'on manipule, notamment en la passant dans les anneaux. Ceci peut être un motif suffisant pour que le cheval réagisse violemment. Si l'on a tout fait pour réapprivoiser son cheval et pour qu'il cesse de rompre son licol, mais qu'il continue quand même à le faire, il ne faut pas perdre espoir. Dans ce cas, on prend une longe que l'on passe à l'intérieur d'un tube de plastique, au bout duquel on attache un poids de 60 kg. On laisse le cheval attaché à ce poids. S'il se met à tirer au renard, le poids résistera sans l'affoler comme une attache fixe. Chaque fois qu'il avancera, il se libérera de la pression et se sentira plus à l'aise. Assez rapidement, on peut observer que le cheval reste attaché sans tout briser, car il a appris qu'il vaut mieux céder plutôt que de tirer. Il est évident que ces mauvais souvenirs le hanteront toujours, mais nos efforts lui auront prouvé qu'il existe une alternative moins traumatisante et qu'il peut rester attaché en toute quiétude.